J'ai l'impression que ce serait une idée plutôt loufoque, puisque Caroline connaît bien la théologie. Je sais qu'Éric aime beaucoup l'Angleterre. C'est un prêtre qui le dit. Et à 8h33, la rentrée universitaire, la campagne présidentielle en France et le pape en Hongrie. 3 sujets, ils ont de l'appétit ce matin, nos 2 débatteurs du parti pris, alors qu'ils n'ont même pas couru les 20 km de Bruxelles hier. Bonjour Caroline Segesser. Bonjour. Historienne et chercheuse au CRISP, et bonjour Éric de Beuquelaar. Oui, bonjour François. Vicaire général de Liège. On se rend tout d'abord donc dans les auditoires. C'est la rentrée cette semaine dans l'enseignement supérieur, université et hautes écoles. Une rentrée en présentiel mais masquée pendant les cours. Pas pour les professeurs mais bien pour les étudiants. On s'en fout un peu du masque, le but c'est vraiment qu'on retourne ensemble et qu'on puisse avoir un contact, même si c'est à 1 mètre, on aura un contact et on sera content de tous se voir et profiter de l'entrée d'étudiantes et tout ça, quoi. Les cours en présentiel, c'est aussi voir du monde, s'intégrer. Je pense que l'aspect social a beaucoup manqué, oui. On va pas pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, comme on le faisait les années précédentes. Et on s'était dit que la manière dont on serait le plus en sécurité par rapport à tout ça, ce serait de fonctionner au CST, donc au Covid Safety Test. Et celui-ci va être imposé et nécessaire, ou alors par test PCR, pour toute activité, qu'elle soit en extérieur, en intérieur, l'après-midi ou le soir. Le Covid Safety Kit, donc, pour toutes les activités de guindaille, de folklore, de fêtes étudiantes, en intérieur et en extérieur. C'est quoi le grand défi des universités et des hautes écoles, Caroline Segesser, pour cette rentrée ? C'est la situation sanitaire ou on peut repasser à d'autres sujets ? Je crois que ce qui préoccupe essentiellement, c'est effectivement la situation sanitaire. Tout le monde est très content de pouvoir recommencer en 100% en présentiel. Et la question, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Alors l'inquiétude est évidemment particulièrement palpable à Bruxelles, puisqu'on sait que les chiffres de la vaccination, ils sont particulièrement mauvais. Maintenant, d'une façon plus générale, je crois que le grand défi, c'est très banal de le dire, mais il reste financier dans un contexte où on annonce une nouvelle croissance du nombre d'étudiants et où par ailleurs la Fédération Wallonie-Bruxelles connaît de graves soucis financiers. L'argent est le nerf de la guerre, donc c'est comment avoir les moyens pour continuer à soutenir la qualité de la recherche et de l'enseignement. Alors c'est quoi les moyens pour continuer malgré le manque d'argent à avoir des universités de qualité, Éric de Beuquelaar ? C'est peut-être de les fusionner, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Je crois qu'aujourd'hui il y a... si j'ai bien compris, il y a trois possibilités et on verra bien ce que l'avenir dira. La première, c'est de laisser les universités en émulation, différents pôles, avec des regroupements certainement, mais différents pôles parce que l'émulation est bonne et qu'elle permet justement, moyennant peut-être des recentrages, mais que chacun joue un peu son rôle. Une autre piste, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne ferait pas une grande université en communauté Wallonie-Bruxelles voilà. Et puis puisse rayonner davantage à l'étranger. Voilà. Et la troisième piste, elle est régionale. C'est de dire, si un jour la communauté Wallonie-Bruxelles ne doit plus exister, ce sera la Wallonie, ce sera Bruxelles, ce sera la Flandre. Moi, joker, parce que je ne suis pas assez compétent pour trancher, mais il est bien qu'on réfléchisse. L'avenir de l'université, c'est l'avenir de la société. Et comme le dit Caroline, je suis aussi très content qu'un peu de présentiel soit à nouveau possible pour les étudiants, parce qu'il y en a qui vivent très bien en moine solitaire pour étudier, ils ont un tempérament de chercheur et donc ils souffrent moins de confinement, mais d'autres, et pas forcément les moins brillants, certains sont très brillants, mais ne peuvent être stimulés que dans la rencontre avec d'autres, et donc l'université, c'est aussi la rencontre. Ouais, sur la question de l'éventuelle fusion des universités, Caroline Segesser, et pour utiliser une expression que vous aimez bien, puisque vous êtes d'origine suisse, est-ce qu'il y a le feu au lac finalement ? Est-ce que le niveau de nos universités est inquiétant aujourd'hui ? Non, ce qui est inquiétant, c'est la contrainte budgétaire dans laquelle on fonctionne et effectivement les restrictions que ça met à l'enseignement, le fait qu'on manque de place pour accueillir correctement tous les étudiants. Alors pour réagir face à la question des fusions, j'ai envie ce matin d'être un peu iconoclaste ou en tout cas résolument utopique. Il y a une autre possibilité de fusion qu'on n'envisage absolument pas en Belgique et c'est un peu triste. Quand je vois à l'échelle d'un territoire comme celui de Bruxelles, ce serait tellement bien dans le contexte mondialisé qui est le nôtre, de pouvoir rapprocher l'enseignement néerlandophone et francophone. Pourquoi pas rêver 50 ans après la scission à une nouvelle fusion de la VUB et de l'ULB par exemple. Et donc si effectivement ça devait être dans les cartes qu'un jour les communautés disparaissent et qu'on aille vers une régionalisation de beaucoup de compétences, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'enseignement supérieur, lui, fasse retour au fédéral de façon justement à ce qu'on puisse avoir des établissements bilingues, multilingues, dotés
d'une solide capacité d'action à l'échelle nationale. Éric de Beukelard, on pourrait fusionner les universités francophones, néerlandophones, et éventuellement aussi les universités catholiques et laïques. On peut tout imaginer, mais ici, ce que Caroline disait, tiens, à Bruxelles, une seule université, est-ce que les deux Louvains un jour se remettront ensemble, voire les universités de Gand et de Liège, les universités étatiques, c'est une possibilité. Fusionner sinon des universités que certains appellent encore catholiques et d'autres encore laïques. Je ne dis pas que ces appellations n'ont plus aucun sens. Il y a encore évidemment des histoires, il y a des philosophies. Mais bon, je pense qu'on n'en est plus tout à fait à l'époque de à bas la calotte d'un côté et de l'autre. Il y en a qui le chantent encore. Hein, oui, mais je crois que c'est devenu du folklore. Et moi, je dirais, c'est peut-être pas ça le premier enjeu, mais vraiment, de fait, par rapport aux moyens restreints budgétaires que nous avons, à l'obligation d'une excellence académique, quel est le meilleur choix à prendre ? Et je crois que toute visée immédiatement politique ou locale doit céder devant cela, parce que l'université, c'est quand même la société dans 20-25 ans. Voilà, moyens budgétaires, réforme du décret Marcourt et situation sanitaire, les grands défis de cette rentrée universitaire de cette semaine. Elle incarne un mouvement social écolo à l'image des mesures prises dans la capitale en faveur de la circulation des cyclistes, mais elle ne décolle pas pour l'instant dans les sondages. Au mieux, elle ferait 8 à 9% au premier tour. On parle évidemment de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui a officialisé ce week-end sa candidature à l'élection présidentielle française. D'abord, je suis une écologiste et je pense que la crise climatique, ce qui nous attend, nous oblige à agir très vite. Je propose d'ailleurs qu'il y ait une planification pour les 5 ans qui viennent. Les 5 ans de mon quinquennat, si je suis élue présidente de la République, seront 5 années où il va falloir orienter notre industrie, notre économie, créer de nouveaux emplois dans l'écologie, dans les énergies renouvelables. Il va falloir aussi accompagner tous les travailleurs qui sont aujourd'hui dans des activités polluantes et qui vont connaître des difficultés. Il va falloir les accompagner. Voilà, Anne Hidalgo, hier soir au JT de France 2. Elle a une chance, Caroline Séguesser, Anne Hidalgo, dans la course à la présidentielle française ? Ça dépend. Si vous me demandez si elle a une chance d'emporter l'investiture du Parti Socialiste, la réponse est oui. De remporter la présidentielle, tout indique plutôt que non, et qu'en fait on va vers un assez terne, le nouveau match semblable à celui de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au deuxième tour, avec Macron qui l'emporterait assez facilement. Ceci dit, moi je suis plutôt contente qu'il y ait une deuxième femme dans la course à la présidence pour que la seule représentante féminine ne soit pas justement Marine Le Pen, mais je reste assez stupéfaite de voir l'importance qu'on accorde à ce scrutin à 7 mois de l'élection, alors que par exemple l'Allemagne va voter dans à peu près 15 jours, on va avoir un successeur à Angela Merkel, c'est quelque chose qui est susceptible d'avoir sans doute plus d'influence sur la Belgique que la présidentielle française. On annonce un possible effectivement changement de leadership en Allemagne, et je constate que toujours encore nous sommes fascinés en Belgique, et singulièrement en Belgique francophone, par la scène politique française. Alors il y a peut-être une leçon à en tirer pour nos politiques qui cherchent à redynamiser le lien avec le citoyen, à redonner de l'intérêt pour la politique aux citoyens quand on a des élections avec des enjeux aussi clairs qui sont incarnés dans des personnes comme la présidentielle. Eh bien ça suscite plus d'intérêt, même si voilà, je persiste à dire que c'est un intérêt un peu exagéré, et surtout qu'effectivement cette fois-ci le jeu s'annonce particulièrement fermé, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais, culturellement, on est aussi beaucoup plus proche de la France que de l'Allemagne, hein, Caroline Séguesser. On regarde la télé française, on regarde très très peu la télé allemande quand on est belge francophone. Éric de Beukelard, vous êtes d'accord avec Caroline Séguesser ? Le jeu très fermé là pour ces élections présidentielles, ce sera Macron-Le Pen ? Une élection française parfois réserve des surprises, donc soyons attentifs. Je pense que oui, c'est pas très malin de le dire. La grosse difficulté des candidats tant à gauche qu'à droite, c'est ce qu'au-delà des divisions, ils vont parvenir à s'unir. Donc reste le président en place qui semble un peu celui qui continue un peu une certaine tradition française, et en face
Madame Le Pen qui a dit c'est un enjeu de civilisation, et en cela je crois que je peux la suivre parce que de fait elle lorgne vers un système plutôt proche de ce qu'on voit en Hongrie, peut-être ce que Donald Trump incarnait, c'est-à-dire la France-nation. Elle voudrait faire voter une loi comme quoi le droit national français primerait sur tout droit international. Ça c'est tout autre chose, et je rappelle dans moins d'une semaine, ce sera le 19 septembre, il y a 75 ans, à 19 septembre, en 46, sur les ruines d'une Europe qui venait de sortir de la guerre, Winston Churchill, encore lui, disait si Berlin et Paris ne s'unissent pas, il est le premier à avoir parlé de l'Union européenne, si Berlin et Paris ne s'unissent pas autour d'un projet avec d'autres pays, ce continent connaîtra de nouvelles guerres. Et je le suis là-dessus. Je pense que le projet européen, ce projet transnational est un projet de paix, de prospérité. Et si nous voulons, dans le choc des titans entre la Chine, l'Amérique, la Russie, que la civilisation européenne ait encore un rôle, il faut investir dans le projet européen. Et ça, pour moi, c'est le grand enjeu. Voilà, Berlin-Paris, on continue évidemment sur la première à suivre cette élection présidentielle en France, mais on suivra aussi, bien sûr, ce qui se passe en Allemagne. Pour terminer votre pensée du jour, vous étiez connectés ce matin, Caroline Segesser, Éric de Beukelart, puisque vous êtes réveillés avec la même pensée. La visite du pape en Hongrie et sa rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban. Il fallait qu'il rencontre Orban, le pape, Éric de Beukelart ? Je pense qu'il était difficile de ne pas le faire, mais il est resté, donc il a bien dit, je viens en Hongrie pour une rencontre spirituelle, c'était le congrès eucharistique auquel j'ai participé en représentant avec une délégation belge l'Église de Belgique. Il l'a rencontré pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il est resté quelques heures en Hongrie, il passe 3 jours par contre en Slovaquie où il va beaucoup rencontrer les communautés juives. Je rappelle que durant la Seconde Guerre mondiale, la Slovaquie était dirigée par un prêtre qui a été pendu après la guerre parce qu'il avait collaboré avec les nazis, qu'il avait déporté des milliers et des milliers de juifs. Le pape vient guérir cette histoire douloureuse. Et donc, il est resté en Hongrie, il a rencontré le gouvernement, il a surtout été rencontrer les chrétiens qui étaient là. Il y avait quand même 75 000 chrétiens ce dimanche. C'est plutôt les Hongrois qui étaient choqués. À la télévision officielle hongroise, on a dit le pape nous insulte, il reste quelques heures chez nous pour passer 3 jours en Slovaquie. Donc voilà. Il n'a pas abordé les sujets qui fâchent, l'immigration, l'homophobie. Son homélie était une homélie, mais il a bien fait passer ses messages habituels d'accueil comme il sait le faire, et personne n'est dupe qu'il y a quand même 2 visions très différentes peut-être de l'évangile entre ce que certains présentent au gouvernement hongrois et ce que le pape incarne. Ouais. Caroline Segesser, le pape aurait pu avoir un message peut-être plus politique lors de sa visite en Hongrie, en refusant peut-être, certains l'appelaient d'ailleurs à refuser de rencontrer le Premier ministre Orban. Écoutez, François, il aurait pu tout simplement ne pas aller en Hongrie, tout comme on peut se poser la question, fallait-il vraiment choisir d'organiser ce grand congrès eucharistique international en Hongrie ? Moi, j'ai des doutes par rapport à ces questions-là. Je ne doute pas des bonnes intentions du pape François. J'ai effectivement entendu son message, son appel à l'ouverture, à éteindre la mèche de l'antisémitisme, etc. Mais je vois aussi que les images de sa rencontre avec Orban ont été publiées sur les réseaux sociaux par Viktor Orban lui-même. On voit un pape très souriant qui lui serre la main. Donc je crois que même si le message du pape aura été critique, il pourra être instrumentalisé et utilisé par le régime. Donc j'ai peine à trouver que c'était de bonnes décisions. Voilà. Éric de Beukelart, réplique. Mais j'entends, et tout peut se défendre, mais c'était comme Louis Michel qui à l'époque disait « n'allez pas skier en Autriche ». On peut dire qu'en Suisse, il y a aussi au gouvernement fédéral un parti qui n'est pas tout à fait selon peut-être les valeurs que nous aimons incarner. Donc les choses ne sont pas simples. Ceci étant dit, ce peuple hongrois est attachant. Il a résisté pendant des siècles, et donc certains jouent là-dessus sur une certaine nostalgie. Je pense que pour bien leur faire comprendre qu'on n'est pas des ennemis, j'ai été visiter la forteresse de Visegrad, et au XIVe siècle déjà, la Hongrie, la Pologne et la Bohème, qui est aujourd'hui la Tchécoslovaquie, c'est aujourd'hui le groupe de Visegrad, se sont réunis pour résister à la poussée des Habsbourg qui était l'Occident. Et tout ça vit chez eux. Je crois que si on veut leur faire comprendre qu'on n'est pas des ennemis, il ne faut pas les snober, il faut discuter avec eux, il faut faire comprendre ce qui ne va pas, mais en même temps, il faut
leur faire comprendre qu'ils font partie de la famille européenne. Donc le pape n'aurait pas dû ostraciser et annuler Je ne pense pas, mais on n'est pas obligé de toujours être d'accord. Merci beaucoup Éric de Beuquelard et Caroline Séguesser pour cet échange constructif dans le parti pris. Matin première, 8h48, on va sur les routes avec Amandine Aymar. La circulation est ralentie sur l'autoroute 411 vers Arlon, Amandine. Effectivement, et en cause, c'est un chantier qui provoque ces ralentissements à hauteur de Rulle. Vous ralentissez d'ailleurs depuis l'église, comptez environ 10 minutes supplémentaires en direction d'Arlon. Vous ralentissez également dans un autre chantier sur le 42 à hauteur de Fleurus. Je vois que vous ralentissez d'ailleurs depuis l'aire de Spie, comptez 15 minutes supplémentaires en direction de Mons. Et puis notre call center m'informe qu'il y a toujours des ralentissements pour rejoindre Bruxelles, notamment sur le 40 venant de Liège, vous perdez 10 minutes depuis Kortenberg. Sur le 411 venant de Namur, depuis Overijse, vous perdez environ 15 minutes. Et puis sur le ring de Bruxelles et dans le centre de Bruxelles, il y a les ralentissements habituels, mais un endroit ralenti un peu plus que les autres. C'est en circulation extérieure du ring. Entre Waterloo et le Carrefour Léonard, vous perdez tout de même 30 minutes en direction de Zaventem. Et puis bonne nouvelle du côté des transports en commun et des trains plus particulièrement. Il y avait un train en panne entre Gand-Saint-Pierre et Bruxelles-Midi. Ce train a été dépanné. Les trains commencent à rouler de nouveau normalement, mais il reste quand même des retards possibles entre ces deux gares.